À l'époque sur Google Place qui n'existe plus. Depuis, ça a pas mal évolué. En 2014, on a eu une mise à jour importante avec Google My Business, donc l'apparition des fiches établissements qui a repris donc le système d'avis qui était avant sur Google Place. Et donc ces avis étaient visibles à partir de 2014 dans Google Search, hein, dans la partie recherche avec l'apparition de ces fiches établissements et également dans Google Maps. La mise à jour la plus récente et Google Business Profile, c'est la version telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la possibilité donc de créer des fiches pour son établissement ou ses établissements, d'ailleurs, hein, si on a un réseau, de manière totalement gratuite. Donc ça a un certain nombre d'avantages pour vous en tant qu'entreprise, puisque je le disais, ça a un coût qui est de zéro, quel que soit le nombre de fiches que vous allez créer. Il n'y a pas besoin, je dirais, d'avoir de compétences particulières dans le digital pour créer une fiche. C'est assez simple et ça vous permet de donner toutes les informations essentielles portant sur votre entreprise, donc son nom, votre adresse, les horaires d'ouverture, des photos et de collecter aussi des avis, ce qui est bien sûr le sujet de ce matin. Ça vous permet d'avoir une visibilité également accrue, puisque Google va favoriser votre référencement en tant qu'établissement si vous possédez une fiche et que vous possédez bien des avis et que cette fiche est bien animée, par rapport à un de vos concurrents qui aurait uniquement un site internet sans avoir cette mécanique de fiche établissement. Donc pour vous, encore une fois, en tant qu'entreprise, beaucoup d'avantages finalement à utiliser ce service. Et je vous recommande d'ailleurs, si vous ne le faites pas encore, de pouvoir vous y atteler. Pour Google, l'intérêt, c'est de pouvoir monétiser parce que c'est un service qui est gratuit. Donc, faut pas, voilà, Google a forcément un intérêt quelque part. Quand c'est gratuit, ce qu'on dit dans le digital, c'est que le produit, ça peut être vous. Donc, c'est pas vous directement, mais en tout cas, Google va utiliser les données comportementales de vos fiches établissements afin de pouvoir monétiser son service. Et la troisième catégorie concernée, on va dire, sont les consommateurs, puisqu'on est dans une relation tripartite entre vous, en tant qu'entreprise, Google et les clients. Et donc l'avantage pour les clients, c'est d'aller consulter cette source d'information, donc ces avis, c'est évidemment précieux. Ça nous aide en tant que consommateur à prendre une décision avant de se rendre dans une boutique, dans une agence ou avant de passer à un acte d'achat. Évidemment, on va être influencé par les avis que l'on consulte. Donc c'est plutôt rentré dans les mœurs depuis des années. C'est un usage qui est assez commun de déposer des avis et de pouvoir les consulter. Et quand on est une entreprise, eh bien d'être présent sur ce média. Maintenant, il y a quand même, pour être tout à fait transparent et neutre, hein, comme je le disais en préambule, pour vous montrer les aspects positifs et les limites, il y a quand même des éléments qu'on ne vous dit pas forcément. Le fait que les avis sur Google, notamment, ne vous appartiennent pas. Premier point. Et on a un exemple flagrant avec, à partir de demain, l'arrêt total pour tout un secteur d'activité. Donc Google a la main vraiment pour prendre une décision unilatérale et faire disparaître l'ensemble de vos avis du jour au lendemain, sans que vous puissiez avoir de recours particulier. Donc ça, c'est quand même une limite principale. Ensuite, il faut bien avoir en tête que vos avis ne sont pas authentifiés. Google n'a pas la possibilité de s'assurer que vos avis soient bien émis par des vrais clients. Moi, aujourd'hui, je peux être un concurrent mal intentionné, un détracteur, aller laisser une mauvaise note sur la fiche, par exemple, d'un restaurateur proche de chez moi, sans même y avoir jamais mis les pieds. Donc ça, c'est une réelle limite. Et vous voyez, il y a une mention, hein, vous pourrez aller voir sur votre propre fiche, il est bien indiqué, Google ne vérifie pas les avis, mais recherche les faux contenus et les supprime lorsqu'ils sont identifiés. Et c'est vrai, Google a une politique de modération qu'il essaye de rendre la plus juste possible pour faire la chasse à ces faux avis, mais c'est loin d'être une tâche facile et c'est l'une des raisons, j'y reviendrai après en détail, mais qui a pu amener à cette décision assez brutale de tout supprimer pour un secteur complet. Et enfin, il y a une autre limite. Vous le savez peut-être, parce qu'en tant que professionnel, donc vous recevez des avis si vous avez une fiche, mais vous êtes aussi vous-même peut-être consommateur, et donc peut-être que vous allez vous-même dans votre quotidien laisser des avis sur d'autres fiches. Il faut un compte Google ou un compte Gmail pour pouvoir vous laisser un avis sur une fiche. Ça impose une limite parce que aujourd'hui, tous les consommateurs, tous vos clients n'ont pas forcément
de compte Google. Donc certains ne pourraient éventuellement pas s'exprimer si vous avez une stratégie 100% basée sur ce média. Vous allez, sans le vouloir, mais snober une partie de votre clientèle. Et enfin, autre limite majeure, à l'ère de l'IA où beaucoup de plateformes émergent, hein, ChatGPT, Mistral AI, Meta AI, etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a évidemment une multitude, mais de plus en plus, les consommateurs se détournent pour mener leur recherche en ligne vers ces moteurs nouvelle génération, ces moteurs conversationnels. Ils utilisent de moins en moins les moteurs traditionnels tels que Google Search ou encore d'autres, hein. On pourrait citer Bing, il y en a plusieurs, même si Google est évidemment le leader. Et donc ces moteurs basés sur l'IA, lorsque vous leur demandez une recommandation, eh bien ils vont se baser sur les avis, mais ils ne vont pas forcément citer les avis de Google qui est un concurrent finalement. Et donc, ils vont plutôt aller analyser les avis dans l'écosystème des marques, à savoir sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux ou sur des plateformes spécialisées. Donc, pouvoir diversifier, j'y reviendrai après en détail, mais son e-réputation peut avoir aussi du sens aujourd'hui par rapport à l'émergence de ces nouveaux moyens de mener de la recherche en ligne, puisqu'encore une fois, ces IA vont aller analyser plutôt ce qui se passe dans votre écosystème avant d'aller analyser ce qui se passe sur Google. Alors, place maintenant à cette décision donc inédite qui est tombée le 10 avril dernier, donc il y a quelques jours, au niveau de la forme. Alors, assez étonnant ou pas, me direz-vous, mais c'est un mail qui vient du siège, hein, qui vient des US, qui n'a pas forcément été traduit. Donc, ce mail est anglais. Il a été transmis à tous les propriétaires à travers le monde de fiches qui sont catégorisées comme étant des écoles. Donc cette décision, le mail, vous le voyez, est assez concis finalement, va à l'essentiel. Donc premier paragraphe, enfin en tout cas première partie majeure, nous vous informons qu'à partir du 30 avril 2025, Google Maps retirera tous les avis et toutes les notes existantes de votre école. Et enfin le deuxième, l'effet qui se coule, pardon, le dernier paragraphe, double effet qui se coule si j'ose dire, c'est que en plus de supprimer l'existant, les utilisateurs n'auront plus la possibilité de déposer de nouveaux avis ou de nouvelles notes pour votre institution. Donc sur la forme, c'est très brutal puisque c'est une annonce qui a été faite le 10 avril avec une mise en application au 30 avril. Donc ça laisse très peu de temps finalement pour les établissements concernés pour se retourner. Donc cette nouvelle annonce vraiment la fin du système d'avis de manière mondiale, hein. Ça ne concerne pas uniquement la France, ça concerne les écoles primaires, les collèges, les lycées, qu'ils soient publics, privés, dans le monde entier. À la fois sur les fiches établissements, donc qui sont visibles dans Google Research, et également sur Google Maps. Donc tous les avis seront effacés. Ça signifie que si vous avez, en tant qu'établissement, capitalisé uniquement sur ce média-là, eh bien malheureusement, vous allez devoir repartir de zéro. Alors Google se justifie aujourd'hui via un porte-parole qui finalement met en avant les arguments suivants. Le fait que de nombreux avis laissés sur les établissements scolaires ne portent pas réellement sur la qualité de l'enseignement. Et vous allez voir, ces arguments, finalement, ils peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre, pardon. Je le disais, sur la forme, c'est assez brutal, mais sur le fond, il y a un vrai débat avec des arguments qui s'entendent des deux côtés. Effectivement, les avis voilà, qui sont déposés, qui étaient déposés sur les fiches, enfin sur les collèges, sur les écoles, pardon, de manière générale, souvent concernaient, enfin contenaient des anecdotes personnelles qui sont peu pertinentes ou des règlements de compte d'anciens élèves, de parents mécontents, des commentaires même avec une dimension politique ou sociale, donc qui sont vraiment hors cadre scolaire, ou même de manière un peu plus grave avec de l'incitation à la haine, du harcèlement, des propos diffamatoires, des propos qui contiennent des avis qui contiennent des données personnelles sur des professeurs ou sur d'autres élèves. Et du coup, Google rencontrait énormément de difficultés à pouvoir modérer à grande échelle ces avis, puisqu'on parle de volumes massifs, hein, bien sûr, à l'échelle mondiale. Et c'est donc très difficile, même à l'ère de l'IA, de pouvoir distinguer un commentaire utile d'un commentaire nuisible. Et donc, il y a eu des pressions, il y avait des pressions en continu de la part de syndicats qui ont poussé donc à cette décision d'arrêter complètement son système d'avis. Aujourd'hui, Google a préféré finalement protéger cette communauté et a considéré que les établissements scolaires étaient des lieux sensibles qui accueillent
des mineurs et donc veut limiter le risque par rapport à ce côté sensible, voilà, du secteur. Et donc c'est la fin, à partir de demain, je le répète, mais c'est important, du système d'avis Google pour toutes les écoles primaires, collèges et lycées. Alors, c'est un tournant et je dirais même que c'est une bascule. Et aujourd'hui, je le disais, quand on est propriétaire d'un établissement et qu'on a capitalisé uniquement ses notations et son e-réputation sur ce média-là, eh bien, pardon de l'expression, mais tout sera jeté à la poubelle et il faut repartir de zéro. Il n'y a pas de relais vers d'autres plateformes, il n'y a pas de solution de transition qui ont été proposées par Google. Alors, il existe bien des plateformes sur lesquelles, si vous êtes propriétaire d'un établissement, sur lesquelles vous allez pouvoir vous détourner, comme l'étudiant.fr par exemple, mais si vous n'allez pas pouvoir récupérer forcément votre historique d'avis. Donc certains propriétaires d'établissements sont plutôt contents de cette annonce puisque l'e-réputation n'était pas toujours bonne, hein, pour les raisons que j'évoquais précédemment. D'autres avaient travaillé leur e-réputation et donc naturellement ça va amener une certaine déception ou pour le moins une frustration. Alors, selon nous, pardon, et surtout selon notre dirigeant qui nous dit la phrase suivante, ce qu'on voit aujourd'hui, cette décision n'est pas vraiment un accident, c'est pas un bug isolé, mais on le perçoit plutôt comme un tournant, parce qu'il y a eu, je le disais en préambule, un faisceau de signaux faibles et d'indices depuis un an, et je vais reprendre ces éléments un par un, qui finalement atténuent le côté surprise de cette décision. Tout d'abord, ça a commencé l'année dernière, en mars, donc il y a à peu près un an jour pour jour, hein, le 6 mars 2024, il y a eu l'entrée en vigueur d'une norme européenne. Vous en avez peut-être entendu parler si vous nous suivez parfois sur d'autres webinaires, j'en ai déjà parlé assez longuement. Ce DMA, donc Digital Markets Act, est une régulation européenne qui vise dans les grandes lignes à réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants sur le web dont fait partie Google. Donc il y a eu plusieurs changements dans l'écosystème, dans le paysage numérique, et notamment au niveau des fiches, où on a eu la fin d'une position monopolistique des avis Google au niveau des fiches. Désormais, il y a toujours les avis de Google, mais aussi les avis d'autres sources qui vont être repris. Si vous êtes présent aujourd'hui sur les pages jaunes, sur TripAdvisor, sur The Fork ou encore sur d'autres, il est fort probable que, au niveau de votre fiche établissement, vous ayez ces avis qui apparaissent à côté de vos avis Google. Donc, fin d'un monopole. Aujourd'hui, les fiches fonctionnent en quelque sorte comme un agrégateur de sources tierces. Premier point. Deuxième point, Google met régulièrement, j'en parlais, à jour son algorithme pour essayer de détecter les faux avis. Quand on dit les faux avis, ce sont des avis rédigés par des vraies personnes, mais qui n'ont pas forcément réalisé leur expérience d'achat. Je le disais, un concurrent mal intentionné, un ancien salarié, etc. Et donc Google va essayer de trouver ces faux avis, mais c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir les démêler. Donc il y a régulièrement des mises à jour qui entraînent parfois des dommages collatéraux, si j'ose dire, et des suppressions d'avis qui sont légitimes. Donc quand vous êtes un propriétaire d'établissement, que vous avez reçu des bonnes notes, que ces notes sont légitimes parce que vous savez que c'est un vrai client qui vous a évalué, vous avez un 5 sur 5 et Google vient vous le supprimer, eh bien forcément, ça va créer pour le moins de l'agacement et à juste titre. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, vous avez sûrement été impacté il y a quelques semaines, en février dernier, par un bug planétaire qui, du jour au lendemain, des centaines de millions d'avis ont été supprimés des fiches établissements. Alors, quand on dit supprimé, ça a été rétabli par la suite. On va plutôt parler d'avis qui ont été rendus invisibles pendant un laps de temps. Google a plaidé l'erreur. On peut imaginer, c'est possible que ce soit une erreur, mais c'est aussi possible que, initialement, c'était plutôt une mise à jour de l'algorithme et un algorithme peut-être trop strict, avec des conditions de modération trop strictes, et donc Google a rétropédalé. Ça, c'est d'hypothèse, bien évidemment, on peut pas le savoir, mais en tout cas, ce bug a fait couler beaucoup d'encre et vous avez probablement été concerné. Et du jour au lendemain, il est possible que vous ayez vu votre volumétrie divisée par deux, donc ça a rendu moins attractif votre fiche pendant un certain temps. Plus récemment, la semaine dernière, il y a eu le même bug, cette fois-ci sur les Google Posts. Vous savez, ce sont les fiches
établissements, ce sont les articles pardon, que vous pouvez publier sur vos fiches établissements, à savoir des actualités, des actions promotionnelles, des événements, journées anniversaires, portes ouvertes, etc., pour vraiment animer votre fiche. Eh bien, ces articles ont été, ces contenus ont été supprimés pendant 48 heures et ça a été ensuite rétabli. Donc, vous voyez, il y a eu une multitude d'événements depuis un an qui font encore une fois que eh bien, cette décision de supprimer totalement les avis d'un secteur interroge, est brutale, mais dans le fond, n'est pas si étonnante que ça. Alors pour nous, il y a une vraie bascule, hein, on passe de l'alerte au basculement puisque désormais ce ne sont plus des suppressions, des modérations ponctuelles, mais c'est bien une suppression programmée pour tout un secteur. Les règles du jeu peuvent changer de manière unilatérale sans préavis. Hein, Google prévient via un mail automatique et c'est comme ça et pas autrement. Et donc c'est un modèle gratuit pour Google qui devient en quelque sorte ingérable et c'est pour ça qu'ils préfèrent arrêter pour tout un secteur plutôt qu'avoir à gérer les pressions et les problèmes à répétition de modération. Maintenant, la question que l'on va se poser et que vous devez peut-être vous poser ce matin et je les vois passer dans le chat, est-ce que ça concerne tel secteur, etc. Est-ce que je vais être concerné demain? Eh bien, c'est tout à fait hypothétique. Ce que je vais vous présenter là, j'ai aucune certitude. On n'a pas de boule de cristal, mais on peut juste être à l'écoute finalement de certains signaux et faire du lien entre les secteurs qui apparaissent à l'écran et les raisons qui ont poussé à cette décision par rapport au domaine de l'éducation. Souvenez-vous ce que j'ai présenté il y a quelques minutes, je disais que les raisons mises en avant étaient des problèmes de modération, un domaine sensible où ce sont des mineurs, etc. Donc notamment au niveau de la politique de protection des données. Et donc on pense tout de suite à la santé et aux services financiers. S'il y a bien deux secteurs pour lesquels en tant que personne, en tout cas moi je le suis et j'imagine que vous aussi, et pour lesquels on est sensible, c'est bien évidemment la protection de ces données médicales et aussi de ces données tout simplement financières, bancaires. Et donc pour le côté santé, il y a un vrai débat qui ne date pas d'hier concernant la légitimité finalement de pouvoir évaluer en tant que patient, parce qu'on est patient, on n'est pas client, un professionnel de santé, que ce soit son médecin traitant, un spécialiste ou un professionnel quel qu'il soit. Est-ce que c'est légitime au même titre que lorsqu'on va acheter sa baguette ou lorsqu'on se rend chez un caviste ou chez le coiffeur, on va évaluer un produit ou un service? Est-il légitime de le faire dans la même mesure auprès d'un professionnel de santé? Je suis pas là pour prendre parti, mais je pense que la question se pose et les arguments peuvent s'entendre des deux côtés. D'autant plus que c'est un secteur sensible par nature pour le respect des données privées et aussi sur le fait que la manière dont on va s'exprimer sur un professionnel de santé, on va réagir avec nos émotions et ça peut être parfois disproportionné et ça peut être injuste. Si un professionnel doit malheureusement nous faire une annonce pas très agréable et qu'on va ensuite plaider ou en tout cas lui reprocher une faute professionnelle, c'est indépendant de sa volonté. Donc ça peut être, je le disais, disproportionné dans les retours que vont faire les patients. D'autant plus qu'il y a des juridictions locales pour Google qui sont compliquées, on va dire, à maîtriser ou tout du moins à respecter, à se mettre en adéquation. Notamment en France, il y a des lois importantes pour protéger, vous le savez, l'intégrité des professionnels de santé et surtout les informations médicales des patients. D'autant plus qu'il y a un précédent, puisque Google a déjà restreint la publicité pour les cliniques et pour les médicaments. Donc finalement, il y a pas mal de signaux qu'on peut relier à cette décision qui a été prise pour le domaine de l'éducation. Deuxième secteur, celui des services financiers. C'est un secteur qui est soumis, vous le savez, à des autorités. Par exemple, l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et les notes publiques peuvent être finalement assimilées à de la communication promotionnelle qui serait non contrôlée et qui pourrait même dans certains cas mettre en avant des produits financiers un peu nébuleux, obscurs, voire même des arnaques. Et donc ça pose une limite, bien évidemment, de manière importante. Et enfin, les professions réglementées, par exemple les avocats, les notaires, etc. Vous savez, ce sont des professions qui sont soumises au secret professionnel et un client pourrait, au travers d'un avis, sans le vouloir, hein, peut-être de manière un peu naïve, violer le secret professionnel
ou révéler des informations sensibles sur un dossier. D'autant plus qu'il y a un code de déontologie strict dans ces domaines-là, où ces professionnels n'ont pas le droit de faire de la publicité, par exemple, comparative, ou d'inciter publiquement aux commentaires. Et ça, c'est difficilement contrôlable sur des plateformes ouvertes comme Google. Il y a également un précédent, puisque récemment, certaines chambres de notaires ont demandé un meilleur encadrement de ces avis publics. Donc un signal de plus qui peut nous alerter sur ce type de profession. Donc justement, quelles sont les professions alors je vois qu'il y a pas mal de questions dans le webinaire. Je vous présenterai juste après, à la fin, je répondrai à vos questions directement pour ne pas perdre le fil sur la présentation. Je reviendrai directement sur les questions pour apprendre aux 5 ou 10 minutes pour y répondre. Alors concernant les signaux, quel que soit votre secteur d'activité, hein, que vous soyez aujourd'hui dans le retail, que vous soyez une profession réglementée, que vous soyez dans la santé, je pense qu'il est intéressant de rester en veille sur ce qu'on évoque ce matin et de rester à l'écoute de certains signaux faibles, voire signaux forts. Aujourd'hui, se poser cette question, est-ce que j'ai une dépendance à mes avis de Google? C'est assez facile de le constater. Est-ce que si ma note chute drastiquement, vous allez me dire ça va pas vous arriver tous les jours et bien heureusement, mais il y a des exemples, je vais en parler juste après. Est-ce que ça va entraîner une baisse totale de mon chiffre d'affaires? À l'inverse, si j'ai une super note, est-ce que ça fait augmenter mon chiffre? Est-ce que j'ai vraiment cette notion d'ultra-dépendance? Deuxième point, est-ce qu'il y a des conflits fréquents autour de mes avis? Est-ce que je polarise? Est-ce que j'ai des avis extrêmement négatifs ou extrêmement positifs qui sont donc sujets pour Google à la modération? Ça marche dans les deux sens, hein. Vous avez des très mauvais. Généralement, quand Google modère, c'est soit des très mauvaises notes, soit des très bonnes. Et enfin, je le disais, est-ce qu'il y a un impact qui peut être immédiat et dramatique si il vous arrive un couac, si j'ose dire, d'irréputation? Pour illustrer ce propos, un restaurateur en a fait les frais il y a quelques années, un restaurateur dans l'Indre-et-Loire à Tours, qui avait généralement 4 ou 5 avis sur Google chaque mois. C'était voilà son rythme, on va dire, de croisière, avec une note qui était très satisfaisante, je crois, dans les 4,5 ou 4,6. Donc tout allait bien jusqu'au jour où une nuit, ce restaurateur a reçu 22 avis d'un seul coup, 22 avis négatifs qui ont été la résultante d'un différend entre ce restaurateur et un ancien salarié qui a donc, on l'imagine, demandé dans son entourage, à des amis, à de la famille, etc., de venir s'acharner sur ce restaurateur qui a vu donc sa note descendre en flèche et passer sous la barre symbolique des 3 ou 4 sur 5. J'ai plus exactement les notes en tête, mais en tout cas, son réputation est passée de bonne à mauvaise. Et ça lui a pris énormément de temps, ça a été médiatisé avant de revenir à un niveau de note satisfaisant comme il l'avait à l'initial. Ça lui a pris plusieurs mois ou une année. Et donc, il a estimé ses pertes à hauteur de entre 40 et 50 000 euros. Donc, c'est loin d'être neutre et ça montre encore une fois cette notion d'ultra-dépendance. Alors, vous allez me dire, mais si c'était des faux avis, pourquoi Google ne les a pas modérés? Parce que ces avis sont rédigés, je le disais tout à l'heure, par des vraies personnes. Donc, c'est très difficile aujourd'hui pour Google, encore une fois, de démêler le vrai du faux. Même si quand on en a généralement 4 ou 5 par mois et 22 d'un seul coup, bien sûr, ça peut mettre la puce à l'oreille. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des signalements et ça a pris du temps avant d'être rétabli. Et en attendant, ce restaurateur a dû essuyer les plâtres, si j'ose dire. Alors justement, comment sortir de cette ultra-dépendance et comment bâtir une stratégie souveraine finalement au niveau de votre réputation? Alors j'ai montré pas mal d'aspects, on va dire questionnants au niveau de Google, mais il y a quand même des aspects très positifs, hein. Je le disais tout à l'heure, le fait que ce soit gratuit, bien visible, c'est un pilier, c'est l'un des piliers de votre réputation. Donc capitalisez dessus, ne vous détournez pas à 100%, mais ayez en tête, c'est bien que vous soyez présent ce matin parce que vous êtes sensible a priori au sujet, ayez en tête qu'il y a un certain nombre de limites. Il ne faut pas croire que juste avoir des avis Google, ça suffit, de se dire ouais, c'est visible, c'est gratuit, on a de la chance, jusque-là tout va bien. Oui, jusqu'au jour où il y a une décision qui tombe, encore une fois de manière unilatérale, et si on n'a pas capitalisé sur d'autres médias, eh bien, on peut se retrouver du jour au lendemain sans vie réputation. Donc être visible, c'est bien, mais être maître de votre visibilité, c'est bien sûr encore mieux. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller très concrètement de mettre en place assez facilement dès maintenant? S'il faut bien retenir un terme de ce webinaire, c'est de pouvoir diversifier
vos sources d'avis. La diversification vous permettra de sortir de cette dépendance à un média plus qu'un autre. Donc aujourd'hui, Google existe, Google est très bien, etc. Continuez, oui, mais regardez des sources comme, par exemple, Page Jaune. Page Jaune est un média déjà français, donc on va être un petit peu chauvin. Ça a un très bon référencement au niveau des moteurs de recherche. Deuxième chose positive. Et troisième élément, les avis qui sont présents sur les pages jaunes vont être repris par rebond et vont être diffusés aussi dans l'écosystème d'Apple. Apple essaie de concurrencer Google depuis quelque temps sur la partie visibilité locale et a créé un nouveau service de fiche établissement appelé Apple Business Connect. Donc, quand vous êtes dans l'écosystème iPhone, Mac, iPad, etc., et que vous allez sur Plan, donc le concurrent, on va dire, de Maps, eh bien, vous allez taper votre recherche et vous allez voir les fiches Apple Business Connect avec potentiellement des avis des pages jaunes ou d'autres sources qui sont jugées comme légitimes, comme par exemple Booking ou TripAdvisor, quand on est dans des secteurs bien spécifiques. D'ailleurs, en parlant de ces plateformes, si vous êtes un restaurateur, c'est évidemment très bien de pouvoir être présent aussi sur ces médias-là. Si vous avez aujourd'hui un établissement scolaire et que vous êtes impacté par l'arrêt du système d'avis, ça peut être intéressant de se renseigner auprès de l'étudiant.fr qui a un très bon référencement, qui est très consulté. Vous pouvez capitaliser vos avis sur ce média-là. Donc, en résumé, continuez sur Google, être présent sur des plateformes généralistes comme les pages jaunes et sur des verticales métiers liés à votre secteur d'activité qui ont un bon référencement. Et troisième point qui est essentiel selon nous, c'est de pouvoir collecter vos propres avis authentiques. On l'a vu tout à l'heure, les avis sur Google ne sont pas authentifiés. Tout le monde peut venir s'exprimer librement. Le fait de mettre en place une stratégie via un outil spécialisé qui va vous permettre de collecter vos propres avis authentiques à rediffuser dans votre écosystème, c'est évidemment une preuve sociale tout d'abord que vous allez pouvoir mettre en avant, et c'est aussi un moyen d'être repris dans les moteurs de recherche basés sur l'IA que j'évoquais tout à l'heure, qui vont aller analyser en priorité ce qui est dit dans votre écosystème. D'autant plus, vous allez solliciter et collecter des avis de manière maîtrisée, puisque par définition, vous allez solliciter vos propres clients, et donc on sera bien sûr qu'on est face à des vrais avis authentiques. Et ça fait pour le coup toute la différence. Donc, ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est qu'une stratégie souveraine, eh bien, c'est de pouvoir collecter de manière maîtrisée, c'est-à-dire solliciter vos clients au bon moment, parce que oui, il y a des moments où vos clients seront plus enclins à vous laisser un avis, par exemple tel jour de la semaine, à telle heure, il y a des stats là-dessus, via le bon canal, donc ça peut être du mail, c'est peut-être du SMS, c'est peut-être des intégrations sur mesure, c'est peut-être même une combinaison de tous ces moyens, selon la typologie de clients. Le fait de pouvoir aussi centraliser, avoir une vision claire sur votre e-réputation, savoir sur quelle plateforme vous êtes présent et pouvoir répondre, gérer vos avis, c'est aussi indispensable. Le fait d'être propriétaire de vos propres avis pour vous donner en quelque sorte une certaine maîtrise et authenticité par nature de ces feedbacks. Pouvoir les diffuser là où ça compte, comme je vous le disais, à savoir sur des plateformes spécialisées, sur les moteurs d'IA dans votre écosystème et enfin pouvoir profiter d'une modération qui va être claire et stricte. Je vois passer dans les messages, certains disent que Google ne modère jamais. Alors, pour le coup, faut leur rendre. Google essaie de mettre en place la stratégie, je le disais, de modération la plus juste possible, mais au vu des millions de fiches Google à travers le monde et des milliards d'avis, il peut y avoir des trous dans la raquette. C'est une évidence. C'est très, très compliqué aujourd'hui et c'est en partie pour ça que la décision a été prise. Donc, pouvoir travailler avec un outil qui va vous permettre d'avoir une modération juste, c'est aussi, bien évidemment, un point qui peut être essentiel. Voilà, c'est déjà la fin de ce webinaire. J'ai débordé un tout petit peu. Merci de votre participation. Je vais en profiter pour répondre aux questions parce que je les ai vues passer au fur et à mesure. N'hésitez pas à me les poser s'il y en a d'autres. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 15 mai à partir de 11 heures. On va évoquer cette fois-ci le rapport, ce que va rapporter
un avis client en termes de chiffre d'affaires, le fait d'avoir un avis positif, l'impact que cela peut avoir sur votre chiffre. On est en train de finaliser une étude très concrète et donc on vous donnera en avant-première les chiffres de cette étude vraiment par secteur d'activité. Voilà, merci de votre participation. J'en profite pour répondre aux questions dans le chat. Je vois que Sabrine a répondu au fur et à mesure. Merci. Hop, alors. Donc là, on a répondu pour les secteurs. Alors, bonjour alors, est-ce qu'on a des éléments factuels? Alors, non, je le disais, tout ça est pour l'instant hypothétique. Je le redis parce que c'est important. Mais on fait du lien vraiment, parce qu'on n'a pas sorti pour le coup les secteurs de notre chapeau, on fait vraiment du lien sur le côté données sensibles, problèmes de modération, avec certains secteurs pour lesquels ça pourrait faire écho. Et donc, on pense naturellement aux secteurs que j'ai évoqués, même si pour l'instant, Google n'a rien dit, et je le répète, hein, n'a rien affirmé. Mais cette décision, pour nous, ça peut être l'ouverture, comme je le disais en préambule, de la boîte de Pandore. Donc, on reste vigilant, mais pour l'instant, pas d'éléments factuels qui ont été communiqués par Google, mais que du ressenti de notre part. Qu'en est-il du secteur de l'assurance? Alors, le secteur de l'assurance est très lié, bonjour Elodie, au secteur des avis. Nous, historiquement, on accompagne beaucoup de compagnies d'assurance et de mutuelles, qui est aussi, vous avez raison, un secteur qui peut être sensible, de la même manière finalement, et on pourrait faire du lien avec le secteur de la santé. C'est pareil, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments factuels qui auraient été communiqués par Google, mais encore une fois, plutôt des alertes, voilà, sur quelques indices, de la même manière que pour le secteur de la santé. Euh, alors, on a Alexis. Oui, vous avez raison. Les avis, Alexis, qui sont postés sur les fiches, comme ils sont postés de manière spontanée, ont parfois un biais. C'est souvent, nous, ce qu'on dit régulièrement, c'est souvent la minorité bruyante, donc les insatisfaits qui viennent s'exprimer, puisque c'est une plateforme qui est ouverte et donc par définition, qui permet pour certains de venir se défouler. C'est leur moyen, pour le coup, de venir s'acharner dans certains cas. La modération dépend de Google, c'est vrai, et qui peut, dans certains cas, aller dans votre sens, parfois non. Très difficile, je disais, de démêler le vrai du faux, parce que aujourd'hui, comme tout le monde peut venir laisser un avis, et donc n'importe qui, c'est très compliqué de s'assurer que la personne en question a bien réalisé son expérience d'achat, de visite, de consommation. Donc, je dirais pas que Google ne modère jamais, mais c'est très compliqué. Et c'est tout l'enjeu de ce que j'ai présenté. C'est une des raisons pour lesquelles Google décide d'arrêter pour un secteur complet, parce qu'ils ont atteint leurs limites et ils se disent, voilà, il y a telle pression de syndicats, etc. On a du mal à vraiment bien traiter le sujet, donc on préfère arrêter. Voilà, s'il y a d'autres questions, merci à tous. N'hésitez pas à me les poser. Et si vous souhaitez discuter plus longuement de tous ces sujets, eh bien, vous me retrouverez assez facilement sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou m'envoyer un petit mail. Euh, alors, oui, c'est ce qu'on a entendu en tout cas, qu'il y a eu des pressions de la part de syndicats, qui ne sont pas des pressions nouvelles, et ça a pu jouer. Est-ce que la pression est venue de l'État directement? On ne serait pas dans des sujets politiques, mais on peut imaginer effectivement qu'il y a eu un certain nombre de pressions pour que un géant comme Google prenne ce type de décision. Bon, on imagine que ça ait pu monter, on va dire, dans les hautes sphères, et surtout avoir des pressions au niveau mondial, hein. C'est pas forcément que la France, mais bien sûr, voilà, on imagine qu'il y a eu des pressions à plusieurs niveaux. En tout cas, je le dirais de cette manière. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore une fois pour votre participation. Je vous dis à très vite, donc le 15 mai, et d'ici là, n'hésitez pas, voilà, à prendre contact si vous souhaitez qu'on discute un peu plus en détail du côté stratégie, diversification, quelles sont les bonnes pratiques à avoir. Voilà, je me tiens à votre disposition. Mes informations sont apparues à l'écran, n'hésitez pas à les noter. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée et profitez bien du temps ensoleillé. En tout cas, ici en région parisienne, c'est assez agréable. J'espère que là où vous vous situez,
c'est la même chose pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très vite.